Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, nous sommes à l'école alsacienne. Nous, c'est Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des finances, Antoine Fouché... des affaires étrangères. Oui, des affaires étrangères. Pourquoi je dis des finances? Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ton air opulent qui m'a fait penser. Déjà que la situation n'est pas bonne des finances publiques, épargnons-nous ce drame. Avec Antoine Fouché, essayiste et président de la société de conseil Quintet, et avec Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes donc, après avoir conversé d'une part de la capacité pour la France à attirer ou non les investisseurs et des conditions dans lesquelles elle l'a fait à travers cette manifestation dénommée Choose France, et à nous être également interrogés sur la capacité de l'Union européenne à maîtriser l'intelligence artificielle, ou plus exactement les sociétés qui en tirent qui en assurent l'exploitation. Nous sommes donc avec le public et je prends la première question, Monsieur Lahaut. Merci pour vos analyses. Ma question portera sur la deuxième partie. Antoine Fouché nous a bien expliqué qu'il nous manquait un atout sur 4 concernant l'intelligence artificielle. C'est que en Europe, nous n'avions pas de fabricants de microprocesseurs, enfin de puces. En revanche, il s'avère que nous avons aux Pays-Bas une entreprise qui s'appelle ASML et qui fabrique qui a quasiment l'exclusivité du marché des machines qui fabriquent les puces. Et je me posais la question de savoir si ce n'était pas un atout que nous pourrions utiliser. Alors, certes, c'est une entreprise privée, mais c'est devenu depuis quelques semaines la première capitalisation européenne, si je ne m'abuse. Et je voulais savoir si on pouvait pas, avec cet outil qui ne nous appartient pas, bien entendu, mais qui est européen, avoir aussi voix au chapitre dans le bras de fer qui se joue autour de l'intelligence artificielle. Merci, monsieur Antoine Fouché. Si, vous avez raison, c'est un des atouts qui nous restent, mais à condition de l'utiliser de façon géopolitique. Et c'est là où on a du mal, nous, Européens, à, me semble-t-il, se projeter dans le XXIe siècle où la géopolitique reprendra le dessus sur l'économie, et à considérer qu'une grande réussite économique comme ASML est, en fait, pas que, mais d'abord un atout géopolitique pour, par exemple, conditionner ou négocier une fabrique, évidemment, de semi-conducteurs sur le territoire européen en échange de la vente de nos machines que nous sommes les seuls à savoir faire en Europe. Ce qui renvoie, me semble-t-il, à la stratégie européenne, parce qu'il ne s'agit pas de devenir autarcique, ça marchera pas, et aucun pays, sauf peut-être la Chine, arrive à être en totale autarcie sur l'intelligence artificielle. Mais il faut gérer ces dépendances, et là, je profite du fait qu'il soit pas là parce que sinon il serait peut-être gêné que j'en parle, mais c'est là que l'ami David Jays a inventé avec d'autres un concept qui est l'idée d'indice de résilience numérique, pour regarder sur les 4 couches de l'IA, ou les 4 couches du cloud en l'occurrence, quelles sont les dépendances qu'on peut se permettre, et quelles sont les dépendances auxquelles absolument, à n'importe quel prix, il faut qu'on sorte de ces dépendances-là. Et il y a notamment la vice-présidente de la commission à la technologie a parlé de la santé, de la sécurité. Peut-être que tout ce qui est éducatif aussi devrait rentrer là-dedans. Mais on peut non pas viser la totale autarcie, parce que de toute façon on n'y arriverait pas, mais essayer de construire de façon géopolitique une dépendance soutenable, ou en tout cas une situation dans laquelle, si les Américains ou les Chinois veulent utiliser de façon géopolitique l'IA, on est en capacité de leur répondre pour les dissuader de le faire. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de souligner que ASML et Mistral ont conclu un accord, et que maintenant ASML représente à peu près 11% du capital de Mistral. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un rapprochement qui n'a pas été suscité,
par les gouvernements. Après, Bruno Le Maire est maintenant conseiller d'ASML, donc ça peut jouer un petit rôle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est évidemment ni la Commission européenne, ni les institutions qui vont créer les conditions concrètes du rapprochement des entreprises. Ça peut être le secteur financier. Il y a évidemment un encouragement à faire du côté politique. Mais moi, j'en reviens à ce que je disais sur le moment Airbus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Bruno Le Maire emploie cette expression lorsqu'il parle du rapprochement d'ASML et de Mistral en disant il y a un moment où il faut qu'il y ait un appariement entre les acteurs industriels et puis, comme le disait Antoine, il y a la question de la stratégie commune à développer. Et c'est intéressant dans le point de vue de la vice-présidente de la Commission européenne lorsqu'elle s'exprime sur l'enjeu de la souveraineté. Elle ne dit pas qu'on va faire du protectionnisme. Comment pourrait-on protéger une forme de quasi-vide? Mais elle dit qu'on va organiser les conditions d'accès à un marché qui tiennent compte du fait qu'il y a 450 millions de consommateurs. On a beaucoup parlé du fait que consommer, c'était pas bien et produire, c'était mieux. Mais on peut rappeler qu'avoir un grand marché, c'est aussi un élément, un atout. Et en ce sens, la question de la structuration du marché européen, la façon dont les Chinois utilisent, par exemple, leur marché intérieur, il faut le rappeler. Ils sont aujourd'hui en train de monter en puissance sur l'intelligence artificielle parce qu'ils utilisent aussi leur marché intérieur. Ça me semble être un point important. La deuxième chose, peut-être pour pas être trop longue sur l'IA, c'est que on l'a vu au moment de Choose France, etc. On a vu qu'aujourd'hui, il y a quand même une interrogation sur la façon dont l'IA va réellement permettre une dynamique de productivité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on investit à fond perdu, si je puis dire, sans connaître, ça a été rappelé par Antoine, l'importance réelle de la révolution que ça va entraîner, y compris du côté des PME, tu parlais des boulangeries, etc. Et donc on voit bien que, par exemple, dans les entreprises, on demande aux cadres d'utiliser, si possible, le plus possible, l'intelligence artificielle pour voir comment est-ce que ça va provoquer des chocs d'organisation. Comment est-ce que tout cela va se terminer? Quelle va être même la deuxième étape? C'est un point qui est complètement ouvert et sur lequel il y a des paris à faire, mais il y a aussi, on le voit bien, à susciter de la formation, de l'élan, et pas seulement de l'élan avec le patron qui t'a ordonné d'utiliser l'IA. Nicolas Bavrez. Votre exemple est excellent parce qu'il montre bien que le problème européen, c'est pas l'absence d'atouts. On a des cerveaux, on a des universités, on a de l'épargne, 35 000 milliards de stock d'épargne, 2 000 milliards d'euros d'épargne dormante aujourd'hui en Europe. On a de l'énergie décarbonée, on a de l'eau et certains pays ont de l'espace. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire de l'IA. Et ce qui manque, c'est la volonté et la stratégie. Et de ce point de vue-là, je voulais rappeler que c'est vrai que c'est avant tout une affaire d'entreprise, mais l'Union européenne peut faire 3 choses qui sont vraiment utiles. Premièrement, le marché, on l'a dit, mais pour l'instant, le grand marché, il n'existe en réalité que sur le papier. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté. On en reste à 27 marchés nationaux sur les réglementations. La deuxième chose, c'est l'utilisation des marchés publics, notamment sur des secteurs qui sont clés comme la défense ou la santé. Et la troisième chose, c'est la déréglementation. C'est vrai qu'on est allé beaucoup trop loin, on a tué l'innovation, et donc il faut revenir à une balance beaucoup plus équilibrée. Et pour prolonger ce qui a été dit à très juste titre par Antoine Fouché, il y a un domaine dans lequel on a montré qu'on était capable de le faire, en tout cas en France, c'est la dissuasion nucléaire. Puisque là, on a un système qui est un système vraiment autonome, mais qui n'est pas un système autarcique, puisque on produit l'essentiel des technologies, mais pas tout. Et sur les technologies sur lesquelles on achète à l'extérieur, d'abord, on achète sans contrainte derrière, et surtout, on fait en sorte à chaque fois d'avoir des solutions de remplacement. Donc, on a la gestion d'un système qui est vraiment indépendant, mais qui reste un système ouvert et qui est pas autarcique, mais qui est vraiment maîtrisé de l'amont jusqu'à l'aval. Et ça montre qu'y compris en Europe, c'est possible. Alors, l'idée sur l'IA, c'est évidemment de faire ça sur un plan européen, mais on voit qu'on peut tout à fait y arriver. Monsieur. Alors, vous avez en partie répondu à un élément de ma question, mais en écoutant l'émission, ça m'a rappelé le premier sentiment quand j'ai eu ma première lecture de L'étrange défaite de Marc Bloch.
ça donne une image comme si nous étions totalement aveugles, en fait. Et moi, ma question, c'était quels sont les facteurs ou les choses que vous pensez qu'on peut tirer pour sortir de cette cécité stratégique, ce sur quoi on pourrait aller, ce sur quoi les débats peuvent être orientés dans l'année qui vient pour effectivement sortir de cette situation un peu de sidération. Jean-Louis Bourlanges. Moi, je ne sais pas si nous sommes aveugles. Ce que je sais, c'est que nous sommes impuissants. Alors, il ne faut pas se tromper de pathologie. Nous voilà réjouis. On va tous intervenir. Alors en fait, je vous rejoins, je pense qu'on est impuissant d'abord parce qu'on est aveugle. Et nous sommes des aveugles volontaires, des somnambules. Et quel est le meilleur allié pour sortir du déni? C'est le réel. Regardons l'Europe. Qu'est-ce qui est en train de faire bouger l'Europe? Parce qu'elle bouge. On le voit, elle bouge sur l'immigration, elle bouge sur la technologie, elle bouge sur le... Mais en réalité, ceux qui l'auront fait bouger, c'est pas les gens qui auront pu écrire. Les gens qui l'ont fait bouger, ils s'appellent Trump, Poutine et Xi Jinping. Et Erdogan aussi à sa manière. Et qu'est-ce qui va faire sortir du déni la France? C'est la crise financière. On voit aujourd'hui, il n'y a plus aucune marge financière pour le... On a un pays qui va être avec un service de la dette de 100 milliards, alors que l'éducation est autour de 63, 65, la défense autour de 57, et à 100 milliards d'euros, personne ne saura comment boucler le budget. Assez vite, le service de la dette va représenter 3,5% du PIB. Ça veut dire que tout le reste va devoir être à l'équilibre, c'est-à-dire hors service de la dette, les finances de l'État, les finances des collectivités locales et les finances de la protection sociale, parce que tout le déficit sera en totalité affecté au paiement de la dette publique. Et donc, c'est là-dessus que va se faire la sortie du déni. Ce qui est extrêmement dommage, c'est que, en tout cas, pour la France, on verra ce que ça donne pour l'Europe, mais c'est que on a eu de multiples occasions, on avait toutes les atouts pour traiter nos problèmes par nous-mêmes et de manière assez raisonnable et à froid. On va le faire à chaud et sous la contrainte extérieure. Suffit d'attendre d'être suffisamment pauvre et suffisamment malade. Lucille Schmitt. Oui, vous posez une question en fait assez générale, c'est-à-dire que vous nous dites on a eu l'impression qu'on était à l'aveuglette et quel débat on pourrait avoir dans l'année qui vient. Donc moi, j'analyserais à l'aveuglette un peu différemment de Nicolas, c'est-à-dire que à l'aveuglette, certainement sur la stratégie européenne en matière de construction de l'IA, mais aussi à l'aveuglette en ce qui concerne l'importance que va prendre l'IA réellement dans l'économie et dans nos vies quotidiennes, et à l'aveuglette, enfin, puisque vous parlez de l'année qui vient, sur les conséquences politiques que cela peut avoir de vivre tant de ruptures à la fois, c'est-à-dire à la fois une rupture technologique, qui est pas seulement d'ailleurs technologique, qui est aussi une rupture dans l'organisation de nos vies, et puis des ruptures écologiques et des ruptures aussi sociales, parce que on est dans une période, ça a été rappelé, plutôt de dépression économique. Donc, tout se conjugue pour organiser le fait que l'aveuglette puisse conduire plutôt, en ce qui concerne les élections, à des victoires populistes. Donc voilà, moi, ce que je pense. Ensuite, sur les réponses, Philippe, en 2 mots, il me semble intéressant, tout à l'heure, Nicolas disait... en fond, ce qui compte, c'est pas d'écrire des rapports, c'est ceux qui agissent. Moi, j'observe qu'aujourd'hui, il y a des dirigeants d'entreprises qui écrivent. Quand le patron d'Anthropic nous dit qu'il faudrait faire une pause sur l'intelligence artificielle, je trouve ça intéressant parce que lui, il sait de quoi il parle, contrairement à moi. Et lui, il sait que, par exemple, lorsque ça concerne l'évolution de l'IA, le fait qu'il puisse y avoir des IA autoréflexives et que donc on ne puisse pas prédire réellement ce qui va en être, c'est un point important. Donc moi, je pense qu'il faut à la fois agir et penser, et que dans la période qui vient, il faut donner la parole aux acteurs pour nous expliquer comment mieux structurer la pensée politique, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, le fait que les politiques sont en apnée et disent des choses extrêmement générales qui ne nous donnent pas le sentiment de la vision, qui puissent atterrir, comme le disait Bruno Latour, c'est un point essentiel. Donc pensons et agissons dans un même mouvement. Jean-Louis Bourlanges. Oui, non, juste un mot, pas qu'il y ait de confusion. Je crois que nous ne sommes pas aveugles, mais que nous ne voulons pas voir. Nous sommes comme les petits singes. Nous ne sommes pas aveugles, mais nous fermons les yeux.
Nous sommes comme les petits singes, nous avons l'usage de la parole, mais nous ne nous en servons pas. Et nous sommes comme les petits singes, nous entendons les bruits du monde, mais nous nous gardons de les écouter. En réalité, c'est vraiment ça le problème. C'est le décalage. La conscience, elle est très répandue. Tout le monde voit, personne ne se trompe, ne se fait d'illusions dans ce pays et sur ce continent sur ce qu'est M. Trump. Personne ne se fait d'illusions sur ce qu'est M. Poutine. Personne ne se fait d'illusions sur ce que sont les dirigeants chinois. Mais on refuse absolument de voir. Regardez, le débat politique, au moins depuis la dissolution, ça a été un formidable effort d'évitement de la prise de responsabilité. Mais c'est pas le manque de lucidité. C'est ça qui est terrible dans ce pays et qui fait que je suis vraiment, comme je le disais tout à l'heure, préoccupé. C'est cette volonté tenace d'ignorer le réel que nous voyons. Plût au ciel, ou plaise plût au ciel, que nous soyons aveugles. Il suffirait de nous guérir et ça marcherait. Non, nous sommes lucides, clairvoyants et totalement inertes. Antoine Fouché. Oui, je pense qu'il y a 3 choses qui peuvent provoquer le sursaut, pour prendre le dernier titre du dernier livre de Nicolas. Il y a la guerre. Et la guerre, elle est aux portes de l'Europe. Et donc, autant nous, Français, on reste un peu léthargiques, autant tous les pays frontaliers de la Russie, ils ont fait leur sursaut. Et c'est pas un hasard si la vice-présidente, dont on a décidément beaucoup parlé aujourd'hui, à la souveraineté technologique, c'est une Finlandaise. Et les Polonais, les Allemands ont décidé de réarmer plus que jamais. Donc il y a le sursaut en Europe, il a commencé, pas en France, mais il a commencé dans d'autres pays. Après, le deuxième levier, ça a été évoqué, c'est la faillite. C'est soit la faillite financière, soit la faillite sous forme d'impossibilité, sur la faillite économique. Et là, pour le coup, moi, je suis pas aussi, je sais pas si c'est pessimiste ou optimiste, mais je pense qu'on a des années et des années avant de faire faillite, et que c'est pas souhaitable de faire faillite, parce que le redressement qui viendra de la faillite, ça sera pas un redressement pour l'intérêt général de la France, ça sera un redressement dans l'intérêt de ceux qui nous sortent de la faillite. Et donc ça permettra pas de défendre correctement l'intérêt national, de faire faillite pour ensuite se redresser. Et donc du coup, le troisième levier qui reste, me semble-t-il, c'est un changement d'idéal collectif. Et c'est là où je suis pas complètement, je partage pas complètement pour une fois le sentiment de Jean-Louis. Je ne crois pas que nous soyons si lucides que ça. Je pense qu'il y a un déni dans le pays sur la situation réelle dans laquelle on est. La preuve, quand on critique Choose France, on se fait traiter de défaitiste, alors que c'est simplement être lucide quand on dit que c'est de la poudre aux yeux et un village Potemkin. Et donc, je pense qu'on a encore un effort de lucidité à faire, et une fois qu'il sera fait, un idéal collectif alternatif à la réduction du temps de travail et à la consommation pour repartir sur la liberté et la production. Et c'est pas du tout infaisable. À plusieurs reprises dans notre histoire, on l'a fait. Simplement, pour déclencher ce mouvement vers un nouvel idéal collectif, faut prendre conscience, me semble-t-il, sans que ça vienne de la faillite, que on est à un point bas de notre histoire depuis un siècle. Je vous remercie, je remercie Michael Fristo et Fabrice Gros qui ont assuré l'enregistrement de ces échanges avec le public. Je remercie l'école alsacienne qui nous a accueillis et je remercie Nouvelles Écoutes qui produit cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.